On va passer la parole à maître Sabine Gibert, s'il vous plaît. Bonjour mesdames, messieurs, je tiens à adresser tous mes voeux à cette assemblée et à remercier le docteur professeur Gangebach et l'Académie pour votre invitation à partager ces travaux. Alors je vais évoquer avec vous l'action de groupe en santé, qui est effectivement une déclinaison de l'action de groupe consommation, avec toutes les particularités, peut-être insuffisamment prises en compte d'ailleurs dans la loi actuellement, tenant aux accidents médicaux. C'est donc l'article 184 de la loi de modernisation de notre système de santé, récemment voté et pas encore entré en vigueur, qui fixe ce dispositif d'action de groupe. L'action de groupe en santé, il faut bien comprendre qu'elle s'inscrit dans une continuité. Il était normalement prévu qu'une extension de l'action de groupe consommation dans le domaine, par exemple, de l'environnement et de la santé, serait appréciée dans un délai de 30 mois suivant le vote de la loi Hamon. Néanmoins, le ministère de la Santé a pris les devants et a mis son texte en discussion au Parlement très rapidement, certainement du fait de l'actualité tenant à des affaires d'accidents sériels liés aux produits de santé du type de celle du Mediator. Donc c'est à la fois la poursuite d'une volonté législative très affichée depuis 2002, depuis la loi Kouchner, celle d'indemniser les victimes, mais avec une spécificité ici qui est de dédier ce texte uniquement aux produits de santé. On verra qu'il n'est pas envisagé d'action de groupe à ce stade-là pour une faute médicale quelconque qui aurait donné lieu à un accident sur plusieurs victimes, ou alors on peut l'imaginer aussi pour les infections nosocomiales qui pourraient avoir un caractère sériel, comme dans l'affaire de la clinique du sport. Donc, à la fois une continuité, mais un cran nouveau dans le domaine des produits de santé. L'objectif annoncé, l'objectif affiché par la ministre de la Santé est de mobiliser les usagers, de réduire le temps de l'indemnisation. On verra que ça, ce n'est pas encore fait. On verra que la procédure est bien plus longue que ce qui n'y paraît. Et de garantir une défense homogène des usagers, ce que tendaient à offrir d'ores et déjà les procédures qui ont été mises en place depuis la loi Kouchner, en particulier celles qui avaient été confiées aux commissions de conciliation et d'indemnisation. Alors pour qui cette action de groupe en santé? Eh bien pour les usagers du système de santé qui seraient victimes d'un dommage causé par un ou des produits de santé. Produits de santé au sens du Code de la santé publique. Il y a un article qui définit ce que sont les produits de santé, ceux qui sont soumis à une autorisation spécifique de l'ANSM. Et par exemple, on pourra constater que les compléments alimentaires ne sont pas des produits de santé, ils ne semblent pas concernés par ce texte, encore qu'ils le soient par contre par la loi consommation. L'action de groupe en santé, elle prévoit une procédure très similaire à celle qui vient de vous être développée, avec quelques nuances néanmoins de délai. Une première phase qui tient à un jugement de responsabilité. Une association va se présenter à une juridiction et va invoquer plusieurs cas individuels. Dès lors qu'on aura 2 cas, on pourra prétendre à une action de groupe, donc plusieurs cas individuels, pour faire reconnaître l'engagement de la responsabilité d'un ou plusieurs acteurs du système de santé. Il y aura une seconde phase qui sera la phase d'indemnisation individuelle des préjudices. On voit bien toute l'importance ici d'individualiser cette phase, puisque peut-être à la différence d'un accident, enfin d'un dommage en matière de consommation qui tiendrait au fait d'avoir eu tels frais supplémentaires qui sont peut-être similaires d'un consommateur à l'autre, et bien là, la phase bien sûr d'appréciation du dommage individuel est une phase essentielle, puisque on est face à un patient malade qui peut voir son état s'être dégradé, certes du fait d'un accident médicamenteux, mais certainement aussi, et l'expérience le prouve, du fait de sa maladie elle-même, de l'évolution de sa pathologie, etc. Et puis entre les deux phases, une phase facultative, intermédiaire, qui peut être mise en place avec l'accord des parties, par la juridiction, qui serait une phase de médiation. Alors, un jugement de responsabilité d'abord. La juridiction qui sera compétente pour connaître de ce dossier sera la juridiction de droit commun, celle qui, depuis la loi de 2002, est donc la juridiction en fonction du lieu de réalisation de l'acte de soin. Donc si on a un usager du système de santé dans le secteur public, on relèvera des juridictions administratives. Si on a un usager du système de santé dans le secteur privé,
ce sera les juridictions judiciaires. Quand on parle de produits de santé, on a tendance à très rapidement cibler les laboratoires pharmaceutiques, et là on est dans le secteur privé. Qui pourra agir comme pour la loi consommation? Ce sera une association. C'est l'association qui portera, la procédure. En faveur de qui? Là aussi, on a une définition qui colle exactement à la définition retenue par la loi Hamon, d'usagers en situation similaire ou identique ayant une cause commune. Alors, il va falloir naturellement apprécier ce qu'est une situation similaire ou identique et en quoi ces usagers sont concernés par une cause commune. Si on prend par exemple des précédents en matière sanitaire, en matière d'accidents sériels, on peut penser à l'affaire par exemple des suréradiés d'Épinal. Eh bien, elle était riche d'enseignements, cette affaire-là, et on verra que d'ailleurs, elle inspire aussi tout le reste de la procédure. La phase de médiation, par exemple, semble s'inspirer de ce qui avait été mis en place à l'époque. Dans l'affaire des suréradiés d'Épinal, on avait bien un groupe de patients victimes de surirradiation, donc ils étaient bien placés dans une situation similaire ou identique. Mais par exemple, s'agissant de la cause commune, on a pu déterminer, au travers des travaux de l'IRSN sur cet accident lié à la radiothérapie, on a pu déterminer qu'il y avait 3 causes techniques d'accident de radiothérapie. Pas une cause unique, 3 causes. Donc, est-ce que ça donnerait lieu dans ce cadre-là, et je n'ai pas la réponse, est-ce que ça donnerait lieu à une seule class action? Est-ce qu'il faudrait agir selon 3 class action? Qu'en sera-t-il des patients qui, eux, se trouveraient concernés par 2 ou 3 des causes techniques en question? Vous voyez, ça pose tout un tas de questions. Rien que les précédents qui ont existé en matière sanitaire nous conduisent à nous poser d'ores et déjà un certain nombre de questions. Cette notion de situation similaire ou identique et de cause commune, elle renvoie pour nous juristes à une définition qui est très importante dans l'appréciation de vos couvertures assurantielles, à vous médecins, qui est celle de la définition du sinistre et du sinistre sériel, puisque à tout sinistre et au sinistre sériel s'applique un plafond de garantie. Donc il y a un article du Code des assurances qui est applicable à vos contrats d'assurance, mais il y a un assureur dans la salle qui en parlera mieux que moi, qui définit ce qu'est un sinistre sériel, et on peut avoir à penser que lorsqu'on parle de patients en situation similaire ou identique, ayant une cause commune, eh bien on se situe exactement dans cette définition du sinistre sériel qui serait couvert par un seul et même plafond de garantie. On voit bien là tout l'enjeu que ça va représenter, cette définition-là, pour les acteurs de santé qui seront mis en cause, puisque dès lors qu'on se situera dans cette définition-là du sinistre et que ce sera un seul sinistre, s'appliquera à lui un seul plafond de garantie. Au-delà de ce plafond de garantie, il faudra naturellement s'interroger sur la couverture de l'indemnisation pour les victimes qui seraient concernées. Donc on voit bien que le potentiel de discussion autour de ces notions-là est véritablement important. Je vous prie d'excuser. Contre qui on pourra agir? Eh bien, le texte prévoit qu'il soit possible d'agir contre le producteur, le fournisseur ou le prestataire de produits de santé. Donc le producteur, le laboratoire pharmaceutique qui produit le dispositif, médicament à l'état dispositif médical ou médicament produit fini, mais aussi ses composantes, le fournisseur, le distributeur, ça peut être le pharmacien, et puis le prestataire utilisateur des produits de santé, donc on peut imaginer en cela le professionnel de santé ou l'établissement de santé concerné. Donc on voit bien que devront être définis dans ce cadre-là le rôle de chacun dans la survenue du dommage et d'éventuels partages de responsabilités. La réparation des préjudices qui est visée par cette procédure, à la différence de la loi Hamon qui ne concerne que des préjudices économiques, ici on nous parle bien de la réparation de dommages corporels. Donc il faudra identifier, pour pouvoir mener une class action, la réalité et la matérialité de dommages corporels. Pas de dommages matériels, et puis on pourrait être amené dans ce cadre-là à s'interroger, comme ça a été le cas, j'utilise toujours des précédents en matière sanitaire, mais comme ça a été le cas par exemple dans les accidents liés à l'hormone de croissance extractive, on pourra se poser la question de savoir ce qu'il en sera des personnes qui seraient dites population à risque, c'est-à-dire qui se seraient vues administrer un traitement, mais qui n'auraient pas encore développé de pathologie avérée et qui seraient donc dans une situation dite de préjudice d'angoisse. Est-ce que la class action vise ces situations-là? C'est incertain à ce stade-là, mais il faudra trancher ces questions. Le jugement de responsabilité, lui, devra donc identifier un produit de santé à l'origine du dommage et un manquement du producteur, du fournisseur
ou du prestataire à ses obligations légales ou contractuelles. On nous parle là ici, comme pour la loi consommation, de manquement, ce qui est une reprise intégrale du texte de la loi Hamon, alors que dans nos textes habituels sur la responsabilité médicale, on utilise assez peu ce terme. On est sur la faute médicale, en matière de responsabilité du fait des produits de santé, on est sur un régime spécifique de responsabilité de plein droit. Le manquement, c'est un terme très vaste qui ne nous dit guère ce qui sera concerné. Ce qu'on peut d'ores et déjà envisager, en tout état de cause, c'est que ça ne cible pas certains régimes d'indemnisation dans le cadre de responsabilité sans faute, comme les dommages imputables au sang ou aux vaccinations contre l'hépatite B, par exemple. Ce qui est très peu développé dans la loi, pour ne pas dire pas du tout, c'est la notion d'imputabilité. À aucun moment dans la loi, on nous parle de l'imputabilité du dommage à ce manquement et à ce produit de santé. Ce qui est très regrettable, parce que ce rappel est toujours nécessaire dans les textes, et il conviendra naturellement au stade de l'expertise, qui n'est prévu que dans la première phase de règlement du litige, et qui devrait pourtant être prévu au stade, bien sûr, de l'appréciation individuelle des dommages. Il sera véritablement important de développer cette appréciation de l'imputabilité. Le précédent, là encore, de l'affaire du Benfluorex, du Mediator, démontre bien qu'il peut y avoir une administration du traitement Benfluorex, des pathologies, et pas de lien établi, avéré, entre l'administration du traitement et la pathologie qui est présentée. La décision du juge, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que je vois que le temps passe, la décision du juge devra donc qualifier le manquement, on l'a vu, se prononcer sur des cas individuels présentés par les associations. L'enjeu sera très important du côté des associations qui initieront la procédure, de choisir les cas individuels, les premiers qui soient très illustratifs. Et puis, la décision devra définir le groupe d'usagers qui pourra intégrer cette class action. L'option qui a été prise là est une option opt-in, c'est-à-dire on ne demande pas, comme outre-Atlantique par exemple, à l'acteur de santé concerné d'identifier lui-même la population des patients concernés et quelque part de se préparer à indemniser l'ensemble de cette population. On demande à chaque patient de venir participer à cette procédure selon son libre choix. Dans les critères, par exemple, d'inclusion, on saura que dans l'accident de radiothérapie d'Épinal, il a été défini dans un raisonnement, dans une appréciation de la possible imputabilité des séquelles radiques à la surirradiation constatée, qu'une surirradiation égale ou supérieure à 7% faisait imputer vraisemblablement les séquelles radiques à la surirradiation, et donc qu'à ce stade-là, les séquelles radiques n'étaient plus des séquelles dites normales, attendues pour toute radiothérapie. Vous voyez, on a eu ce raisonnement-là, par le travail collectif d'une commission, ce raisonnement-là pour déterminer quels étaient les critères d'inclusion. Voilà à titre illustratif la façon dont le raisonnement pourrait se tenir. Les voies de recours contre cette décision de responsabilité seront les voies de recours de droit commun, mais il faut savoir que dès lors qu'une voie de recours sera initiée contre ce jugement de responsabilité, eh bien ça suspendra la procédure d'action de groupe. Elle sera mise en attente pendant le délai d'appel, voire de cassation. Le juge ordonnera dans ce cadre-là une mesure de publicité, aussi redoutable que celle qui vient de vous être décrite dans l'intervention précédente, c'est-à-dire que pour pouvoir faire adhérer les patients à la procédure de class action, eh bien, pourra être diffusé, selon des modalités qui seront déterminées par le juge, pourra être diffusé le fait qu'existe cette action de groupe et que les personnes sont appelées à la rejoindre. Le jugement de responsabilité définira également le délai pendant lequel les patients pourront rejoindre cette action de groupe. Et le texte, là où on vous parlait d'un délai entre 2 et 6 mois dans la loi consommation, le texte là est beaucoup plus sévère pour les acteurs de santé, puisque c'est pendant un délai de 6 mois à 5 ans que les patients pourront rejoindre l'action de groupe. On voit bien que le raisonnement qui a été tenu ici est certainement lié au fait qu'il peut y avoir un délai important entre la révélation de l'accident et l'apparition de symptômes et de séquelles par rapport au traitement. Au Québec, pour l'action de groupe en matière de santé, le délai est de 1 à 6 mois. Et il faut savoir qu'il y a actuellement 480 recours collectifs en santé qui sont en cours à l'échelle de 8 millions d'habitants. Ça laisse un tout petit peu apprécier le potentiel. De la même façon, quand on vous parlait d'associations pour saisir en matière d'action de groupe, tout à l'heure, Benoît Jabot vous indiquait qu'il y a 15 associations susceptibles
de saisir en loi consommation. Ici, on a près de 500 associations susceptibles de saisir, puisque toutes les associations agréées au niveau national et régional sont susceptibles de saisir une juridiction. On va avoir très peu de temps pour aborder, si j'en crois le décompte, pour aborder la phase de la médiation. Simplement vous dire qu'elle est largement inspirée de ce qui avait été mis en place dans le cadre des comités de suivi et d'indemnisation pour les accidents de radiothérapie d'Épinal et de Toulouse, à savoir un médiateur, ou certainement le plus souvent une commission de médiation, réunira les parties, voilà la petite musique, réunira les parties afin de discuter ensemble du type de dommage qui serait concerné par l'action, des conditions de l'indemnisation, on peut rentrer très loin dans le détail pour savoir quel référentiel d'indemnisation par exemple s'applique, des modalités de réalisation des expertises individuelles, de la prise en charge par les personnes mises en cause, des conditions de formulation des offres et des mesures de publicité. Le fait de faire une médiation ne permettra pas d'éviter les mesures de publicité. Si vous me le permettez encore, juste 2 tout petits points. La réparation individuelle, elle, se fera à l'initiative de la personne elle-même ou elle pourra mandater l'association. Et ce qui est véritablement important, c'est que c'est cette phase-là pour laquelle la loi ne prévoit aucune mesure d'expertise qui donnera lieu, à notre sens, au plus grand besoin d'appréciation dans l'expertise. Naturellement, c'est à ce stade-là qu'on devra déterminer si la responsabilité retenue dans le premier jugement peut s'appliquer au cas d'espèce, c'est-à-dire au cas de ce patient. Vous verrez dans ce slide-là que beaucoup de questions restent en suspens à ce jour, à savoir notamment les modalités qui permettront de déterminer si chaque personne entre ou pas dans les critères de rattachement, la place de l'appréciation de l'imputabilité individuelle des dommages par rapport au premier jugement collectif. On voit bien que cette étape-là est assez peu décrite dans la loi et on n'a plus qu'à espérer que le nécessaire sera fait dans les décrets d'application pour la préciser, mais aussi l'articulation de ce dispositif-là avec les autres dispositifs existants. Ce qu'il y a fort à craindre, c'est qu'au travers de la class action, on ne soit pas garanti côté acteurs de santé et de ses assureurs d'éteindre l'action, parce que certains pourront privilégier cette voie de la class action, et d'autres pourront privilégier les voies amiables existantes, c'est-à-dire les commissions de conciliation d'indemnisation, d'autres les voies les juridictions de droit commun pour une action individuelle. On voit bien que pour déterminer l'enjeu de sinistralité pour la personne du responsable, ça va être très difficile. L'organisation d'actions récursoires aussi éventuelles entre acteurs de santé n'est pas visée par ce texte de loi, alors qu'il faudra naturellement les définir. Et puis l'articulation des délais de procédure et leur impact sur les délais de prescription. On voit bien que là, on étend au travers de cette procédure les délais de prescription, on n'a pas eu le temps de l'aborder pour faire rapide, mais on étend le délai de prescription avec cette action, alors même que les textes, eux, de couverture assurantielle ne prévoient pas une telle extension. Donc il y a tout un tas d'enjeux en termes de garantie assurantielle, mais là, un intervenant sera plus à même que moi pour vous en parler. Mais beaucoup de questions restent en suspens, certaines seront certainement résolues par les décrets, et puis surtout les premières class action définiront sans nul doute les éléments pour cette procédure. Merci beaucoup à vous. Ma chère Sabine, restez où vous êtes. Mon cher Benoît, si vous voulez venir à côté de Sabine, on va changer pour que vous ayez la possibilité de poser des questions. Alors donc, grosso modo, dans cette première partie, on vous a expliqué qu'est-ce que c'est l'action de groupe et comment ça se passe. Donc si vous avez des questions à poser sur cette première partie, nos 2 avocats sont à votre disposition pour répondre. On a 5 minutes pour 3 questions. Qui est-ce qui pose la première? Vas-y. À propos des associations, moi je suis très sceptique sur les associations, je suis très réservé. Je vais vous donner un exemple pratique. J'ai fait partie de commissions lorsque j'étais secrétaire général au ministère de la Santé. Et je me suis trouvé à côté d'une dame qui appartenait à une association et qui m'a parlé d'un pseudo-accident d'un personnage extrêmement connu, que je ne citerai pas, par le public. Et cet accident a donné lieu à tout un bruit épouvantable. Et cette dame m'a même dit il va être réopéré. Alors, ce qui n'était absolument faux, parce que moi j'avais les détails très précis par un de nos collègues qui était dans l'établissement où le sujet avait été opéré, il n'était pas question de le réopérer. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est que ça pose un problème dans le problème déontologique
comment dirais-je, du secret professionnel. Comment une dame qui fait partie d'une association, je ne sais pas d'ailleurs laquelle, elle ne me l'a pas dit, peu importe, a-t-elle connu la situation théoriquement exacte d'un patient, qui en plus était bien entendu fausse, cette situation, et qu'elle a pu la révéler à tout le monde. Et deuxièmement, pour le chirurgien qui était en cause, quelle publicité et quelles sont les conséquences de cette publicité. Et je suis donc extrêmement vigilant intellectuellement sur l'action que peuvent avoir certaines associations. J'aimerais bien avoir votre avis de juriste sur ce sujet-là. Alors effectivement, on ne voit pas du tout de quel patient et de quel chirurgien vous parlez, mais en l'occurrence, ce qui est simplement indiqué dans la loi, c'est que les associations disposeront d'un mandat de représentation des cas individuels qu'elles présenteront. Donc, quelque part, elles seront liées par un mandat, et il y a fort à parier que leur œuvre s'arrêtera rapidement si elles ne sont pas un peu prudentes sur ce qu'elles s'autorisent à diffuser ou non. La phase de médiatisation du dossier, elle est clairement prévue par contre. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est de nature à libérer quelques langues, alors même qu'en termes d'image, on est bien d'accord, pour l'acteur de santé concerné, ce sera une épreuve difficile à passer. Il suffit de voir l'actualité récente, l'été dernier encore, l'avocat de Servier expliquant pourquoi il avait envoyé tel document ou telle lettre aux patients concernés. Enfin, c'est véritablement, les acteurs de santé et leurs avocats sont amenés à se justifier de chaque étape de la procédure. C'est redoutable, en effet. Ce qu'il faut voir également, c'est que au stade de la confidentialité, ce que prévoit le texte, c'est que le médiateur qui serait nommé par le juge ou la commission de médiation seront tenus au secret professionnel. Mais effectivement, on n'applique pas ce texte-là à l'association représentative. Je pense qu'encore une fois, ce que s'autoriseront à diffuser les associations et leurs avocats sera de leur responsabilité. Il y a fort à parier que si elles ne maîtrisent pas ce qu'elles font, elles ne seront pas amenées à représenter d'autres cas. Donc c'est très responsabilisant pour les associations concernées. On voit bien que les associations sont amenées à représenter ces dossiers-là et peuvent le faire sans avocat, ce qui est complètement innovant. Ça professionnalise quelque part ce monde associatif qui est peut-être, comme vous le citez dans l'exemple en question, pas tout à fait prêt à être professionnalisé sur ce domaine. Ça va être une grande responsabilité de leur côté. Je vous donne la parole, mais je pense que c'est important de ce point-là. Merci. Juste un point peut-être qui est effectivement là. Ce qui avait vraisemblablement pas été suffisamment anticipé entre la phase de publicité légale qui est prévue par l'Action Groupe en matière de consommation et de produits de santé, c'est-à-dire post-jugement définitif sur la condamnation du professionnel, où là, il y a un mécanisme légal de publicité du jugement qui est prévu, et le fait que, comme on l'a vu en consommation, comme vous le donnez dans votre exemple, il y a aussi, en dehors de tout mécanisme légal, une publicité qui est recherchée, voire organisée par les associations elles-mêmes. Alors après, on verra si, avec le temps, il y aura une plus grande prudence qui sera mise en œuvre par les associations. Mais ce qui est notamment dommageable, en tout cas à mon avis, c'est que ni en matière de consommation, ni en matière de produits de santé, il y a un mécanisme comme celui qui est prévu pour l'instant dans le projet de loi de Christiane Taubira en matière de discrimination, qui est éventuellement une lettre de mise en demeure préalable, une obligation de lettre de mise en demeure préalable de l'association aux professionnels qui est censé permettre, en dehors de toute instrumentalisation médiatique, aux professionnels d'avoir connaissance de la future action de groupe et éventuellement d'introduire une phase de discussion entre elles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces actions de groupe, soit ça se passe en dehors des médias, de façon normale qu'on vient d'expliquer, soit ça se passe avec le média. C'est-à-dire qu'on commence à allumer les mèches, on va voir comment ça va exploser. Dans ce cas, ça commence une guerre médiatique. Ça dure 48 à 72 heures. On gagne ou on perd. Si vous perdez, jusqu'à 50 ans, on va parler le scandale de l'hypophyse, le scandale de ceci, le scandale de cela, parce que les journalistes ne vont jamais rectifier. Jamais. Mais c'est comme ça, il faut savoir. Tu vis dans un pays qui c'est comme ça. Alors c'est comme ça autrement. Donc ça veut dire que tous les gens qui s'occupent des produits de santé, ce qui nous concerne, doivent avoir des agents de communication exceptionnellement forts. Soit ils gagnent, soit ils perdent. Ça dure 48-72 heures. D'autres questions?
Oui, je suis médecin. Il se trouve que je suis allée assister à certaines des séances du, je veux dire, le congrès d'Épinal. Non, c'est pas le congrès d'Épinal, c'était le procès d'Épinal à Paris. Et en fait, il se trouve qu'il y a certaines associations. Il y avait une association qui s'était créée spécifiquement. Et c'était un malade qui était à la tête, donc c'était une assoce temporaire entre guillemets. Et ce que je me demande, vous pouvez préciser les produits de santé là, quand c'est le problème d'un logiciel qui a été conçu maison, faute d'argent public donné pour acheter un logiciel professionnel qui coûtait une fortune. Là, ça a été un logiciel maison qui était défectueux. Donc là, quid, est-ce que ça rentre dans une class action ou pas? On avait un dispositif médical, dans l'exemple que vous citez, on avait un dispositif médical de radiothérapie à la base. Donc le fait que la cause technique du dommage soit en partie liée à un logiciel n'est qu'un vecteur du dommage, mais en tout état de cause, on avait bien le produit dispositif médical, même si ce n'est pas un dispositif médical implantable, hein, l'appareil de radiothérapie sera bien considéré, il y a fort à le parier, comme étant un produit de santé, il est soumis à un régime d'autorisation, et donc dans ce cadre-là, on serait bien dans la possible réalisation d'une class action. Il y a fort à parier qu'Épinal pourrait donner lieu à une class action, que Toulouse, on ne sait pas, par exemple, une réaction très rapide d'un assureur qui prendrait ses responsabilités, comme envisagé à l'instant. Peut-être qu'une réaction rapide peut empêcher une class action, s'il y a une vraie prise de responsabilité, comme on peut penser au CHU de Toulouse, qui avait très rapidement reconnu l'accident et identifier le périmètre des patients concernés et qui était entré en voie d'indemnisation, peut-être, peut permettre d'exclure une action de groupe. Alors, ouais. Moi, je voudrais vous poser une question dans cette direction. S'il y a action chaque fois qu'il y a un matériel, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'associations qui accuseraient certains services en matière de fistules digestives? Puisqu'il y a une utilisation en particulier de pinces, est-ce que ça rentre dans ce cadre des class actions? Une bonne question qui va être l'objet de la troisième partie. Alors, donc avec le professeur Photo et monsieur... On va s'arrêter ici. Bon, on va avancer si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Merci.